Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce cinquième épisode de l'État du monde, le balado. En ma compagnie, comme toujours, Jocelyn Coulon. Jocelyn, comment vas-tu? Bon- Bonjour, ça va très bien, de Montréal. De Montréal, moi de retour à Astana. Écoute, Jocelyn, cette semaine, on a une émission un peu spéciale. On a décidé de parler de grands films, de grands films politiques qui ont une connotation, qui ont un lien avec la géopolitique. Puis, on peut expliquer aux auditeurs pourquoi on a décidé de faire une émission là-dessus. Ben, d'abord parce qu'on est passionné par ce genre de choses-là. On aime écouter non seulement on aime écrire et lire des livres, mais on aime aussi regarder des grands films comme ceux-là. Puis on en a sélectionné quelques-uns, un peu nos coups de cœur. Donc peut-être que vous les avez déjà vus. Si ce n'est pas le cas, ben, évidemment, on vous encourage à les écouter. Puis peut-être d'abord dire quelques mots, Jocelyn, peut-être les raisons personnelles qui, toi, te motive à écouter soit des grandes séries, parce qu'aujourd'hui, tu veux nous parler d'une série, mais comme je disais, de grands films à connotation historique qui ont des liens avec la géopolitique. Je pense que ça attire l'intérêt des spectateurs, d'abord de voir des personnages incarnés, évidemment, à travers des acteurs qu'ils peuvent connaître, et puis comment ces acteurs sont dirigés par les réalisateurs et comment l'histoire se déroule à travers ces acteurs-là. Et c'est intéressant aussi de voir les exactitudes ou inexactitudes qui peuvent parfois parasiter le film ou la série en question. Des fois, il y a des absences et je vais en parler dans la série que j'aborde. Alors, moi, c'est ce qui m'intéresse et c'est pour ça que j'ai décidé de m'associer à ton idée de discuter de films et de séries parce que je trouve que ça peut être un bon instrument pour inciter les gens à poursuivre la lecture, la réflexion, la Exactement. connaissance Ouais. sur des situations historiques et politiques, surtout en relation internationale. Ouais. Non, tu as tout à fait raison. Moi, c'est ça, lorsque j'écoute un film au sujet d'un personnage que je connais peut-être pas nécessairement ou dont j'ai une connaissance un peu superficielle, si le film est intéressant, s'il est bien fait, bien produit, l'acteur principal ou l'actrice principale embarque bien, incarne bien le personnage, ça va m'inciter à les lire sur le sujet. Puis voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Les grandes figures historiques, leur incarnation. Malheureusement, ça arrive trop souvent que c'est complètement raté. Je pense que le meilleur exemple qui me vient en tête, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est le dernier Ridley Scott, le Napoléon, avec Oui, Joaquin Phoenix. C'était, ma foi, c'était une catastrophe. Et moi, ce que j'ai pas aimé dans le film, c'est que Napoléon, lorsqu'on lit Max Gallo, par exemple, ou les grands historiens, Napoléon, c'est un type oui, charismatique qui était aimé de ses troupes. Alors que lorsqu'on voit l'incarnation faite par Joaquin Phoenix, c'est plate à dire, mais on a l'impression que Napoléon est dépeint un peu comme un quasi-psychopathe ou un sociopathe qui manifeste jamais oui, aucune émotion. Puis sans parler aussi des anachronismes, le bombardement des pyramides d'Égypte, alors qu'on sait que Napoléon était fasciné par la culture oui. égyptienne, qui a même amené avec lui des archéologues. Donc, c'est ça, il y a les mauvais exemples, mais j'espère que Et nous, on a sélectionné de on, bons on- exemples aujourd'hui. on s'est demandé s'il n'y avait pas un tropisme anti-français aussi dans la réalisation de ce film-là. Et d'une certaine façon, ça rejoint le thème que je vais aborder Bon, ben, aujourd'hui. ben écoute, je te laisse commencer. Dis-nous Très bien. la série que tu as choisie. Alors moi, j'ai choisi la série The Crown, qui est assez connue en Occident, je pense, et qui a peut-être été suivie par quelques milliers, peut-être même quelques centaines de milliers de téléspectateurs ici au Québec et à travers le monde en anglais ou en français. Moi, je l'ai écouté en français sur Netflix. Et j'ai choisi The Crown d'abord parce que ça m'intéressait du point de vue historique et je voulais surtout pouvoir regarder les épisodes
où il y avait des événements internationaux qui étaient couverts. Alors, juste pour rappeler qu'est-ce que c'est The Crown, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'histoire en une soixantaine d'épisodes, et c'est important d'avoir ça à l'esprit pour comprendre ce que je vais dire plus tard. C'est une série donc d'une soixantaine d'épisodes qui retrace la vie de la princesse et de la reine Élisabeth et de la famille royale assez rapprochée, les enfants, son mari, sa mère, la reine-mère, etc. Donc, il y a des aspects évidemment personnels sur la vie de la reine et de sa famille, et il y a des aspects politiques, d'abord de politique intérieure, la relation avec ses premiers ministres, euh, le fait que l'IRA nord-irlandaise assassine Lord Mountbatten, des choses comme ça, des événements qui frappent la famille royale. Et il y a quelques épisodes qui portent sur des aspects de relations internationales. Alors la série a été acclamée pour une foule de raisons, dont la fidélité historique sur le règne lui-même. Alors, certains vont dire, est-ce que c'est de la fiction ou c'est de la réalité? Les réalisateurs ont dit, bien sûr, c'est de la fiction, mais c'est une fiction qui est fondée sur une réalité très documentée. Alors, le téléspectateur, je pense, vont trouver la vérité en regardant la série et le rapport qu'ils ont eux-mêmes avec la famille royale, parce que ils ont suivi, pour ceux qui ont un certain âge, bien sûr, ils ont suivi la vie de la reine et de sa famille à la télévision, dans les magazines, dans les documentaires. Donc, est-ce que c'est une fiction, est-ce que c'est une réalité? Chacun fera son lit là-dessus. Moi, il y a une chose qui m'a interpellé. Alors qu'il y a des épisodes sur la visite, par exemple, de le couple Kennedy, Ah oui, sur les relations avec la Russie, où on voit Boris Eltsine, Christine. Ouais. toujours à moitié ivre. On voit aussi les voyages de Anthony Eden et de la princesse Margaret à Washington pour aller réclamer l'aide financière et politique des États-Unis à un moment où les Royaumes-Unis est enfoncé dans des crises internationales ou même quasiment au bord de la faillite financière. On a un épisode assez intéressant de la confrontation entre la reine et Margaret Thatcher au C'était sujet bien des fait. sanctions Ouais. en Afrique du Sud lors d'une réunion du Commonwealth. C'est très intéressant comme épisode. Il y a une absence complète d'un épisode ou d'une partie d'épisode sur la relation tumultueuse entre le Royaume-Uni et un personnage historique considérable, le général de Gaulle. Pourquoi je dis ça? Je pense que de Gaulle a été un caillou dans les chaussures des dirigeants britanniques pendant au moins une dizaine d'années, et sur trois questions essentielles. D'abord, ça commence dès l'arrivée au pouvoir du général en 1958. Le général, évidemment, a toujours eu des relations conflictuelles avec la Grande-Bretagne. On le voit dans sa relation avec Winston Churchill lorsqu'il est en exil à Londres entre 1940 et 1944. Il y a toujours des tensions, des confrontations, mais il y a des réconciliations aussi parce que les deux hommes savent qu'ils sont pratiquement indispensables pour lutter contre les nazis. Évidemment, De Gaulle est toujours dans un processus où il veut maintenir l'indépendance de la France, mais aussi il veut construire une Europe qui serait indépendante des deux grands blocs qui sont en train d'émerger sur la scène internationale, l'Union soviétique et les États-Unis, qui vont sortir évidemment vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Alors en 1958, De Gaulle prend le pouvoir en France
et il regarde un peu comment fonctionne l'OTAN, comment fonctionnent les relations transatlantiques entre les États-Unis et l'Europe. Et il propose au président américain Eisenhower et au premier ministre britannique Harold Macmillan l'établissement à la tête de l'Alliance atlantique d'une coopération tripartite au plan politique, stratégique et nucléaire, donc à égalité entre la France, le Royaume et les États-Unis. C'est une façon, évidemment, pour lui de rehausser le statut de la France, qui est en pleine reconstruction et qui, on peut le dire, n'a pas joué un rôle magistral pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque le pays était occupé par les nazis. Euh, le document que De Gaulle envoie à ces deux alliés contenait également une critique assez dure du fonctionnement de l'OTAN, ainsi que des propositions visant à la réformer dans le sens d'un élargissement de sa zone géographique couverte par l'Alliance et d'une meilleure prise en compte des intérêts nationaux français. Quand je parle de l'extension de la zone géographique, il ne faut pas oublier qu'en 1958, la France, ce n'est pas simplement le continent, c'est aussi l'Algérie, puisque l'Algérie, c'est trois départements français. Ce ne sont pas des territoires d'outre-mer ou des colonies euh, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ou d'autres. C'est vraiment un territoire Ça fait partie français. intégrante de la France, ouais. Voilà. Alors, le mémorandum a provoqué, semble-t-il, l'embarras des Américains et des Britanniques et il a reçu une réponse très froide. Alors, il y a eu quelques petites consultations pour faire plaisir au général de Gaulle, mais visiblement, tout ça, c'est mort au feuilleton, comme on dirait à la Chambre des communes. Et le général va s'en souvenir, car deuxième incident entre la Grande-Bretagne et la France, c'est qu'en 1961, le Royaume-Uni dépose une première demande d'adhésion à la Communauté économique européenne, l'ancêtre de l'actuelle Union européenne. Le général est méfiant, d'autant plus qu'en 1962, le Royaume-Uni se dote de missiles américains pour sa force de frappe nucléaire. Alors déjà, pour le général de Gaulle, c'en est trop, puisque visiblement, la Grande-Bretagne n'a pas envie d'être une puissance nucléaire indépendante. Mais ça s'inscrit aussi dans toute la critique de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale contre Churchill, à l'effet de quoi la Grande-Bretagne était trop à la remorque des États-Unis. Donc, finalement, Voilà, la Grande-Bretagne n'était pas réellement une puissance européenne, mais une puissance davantage atlantiste, atlantiste. davantage Parce que portée vers les États-Unis. Donc, la pour Grande-Bretagne, De en Gaulle, l'OTAN et en pour De Europe, Gaulle, était une cinquième colonne, un peu. pour De Gaulle, la Grande-Bretagne choisira toujours les États-Unis si elle a à faire un choix. Ouais. Et donc, le président français, dans une conférence de presse restée célèbre, va dire non à la demande d'adhésion du Royaume-Uni à la CE, sans même avertir les Britanniques à l'avance du contenu de la conférence de presse. Là, on est dans le De Gaulle De Gaulle impérial. principé, ah oui. Il a toujours fait ça. Et il va répéter ça en 1967, lorsque les Britanniques vont encore demander à adhérer à la communauté économique européenne. On peut se demander si De Gaulle n'avait pas tort maintenant que le Brexit est mis en œuvre depuis quelques années, que finalement les Britanniques choisissent toujours le grand large plutôt que l'Europe. En tout cas, l'histoire n'est pas finale, n'est pas définitivement écrite. Troisième incident, m'apparaît quand même assez important, c'est la sortie de la France du commandement militaire intégré de l'OTAN en 1966. Oui, c'est ça, c'est important Il de n'est préciser. Il y a beaucoup de gens qui répètent encore aujourd'hui que la France est sortie de l'OTAN, mais c'est pas le cas. non.
C'est que le du commandement commandement intégré. du commandement militaire intégré. Elle est restée membre de l'Alliance et a participé aux débats politiques et aux décisions politiques. Mais ce qui était important aussi pour De Gaulle, c'était pas seulement de se retirer du commandement militaire intégré, ce qui faisait que ce n'était pas un général américain qui commandait les troupes françaises s'il y avait eu un conflit, mais c'était aussi de se retirer du groupe des plans nucléaires Mhm. parce que le groupe des plans nucléaires euh, portait à croire que les forces nucléaires britanniques et françaises tomberaient sous le commandement d'un Voilà. général américain. En tout cas, le général de Gaulle, évidemment, était contre ça. Alors, évidemment, le retrait du commandement militaire a fait grand bruit, pas seulement aux États-Unis, mais en Grande-Bretagne aussi, ce qui n'a pas amélioré les relations entre les deux pays. C'est assez singulier que les réalisateurs de The Crown n'aient pas trouvé le moyen de consacrer, dans les 60 épisodes qui couvrent la vie de la reine qui est allée 14 fois en 70 ans de règne en Et qui France. parlait C'est très le bien pays qu'elle a français. visité. Elle parlait très bien français, bien sûr, mais c'est le pays qu'elle a le plus souvent visité. Il paraît assez singulier que ces réalisateurs-là n'ont pas pu consacrer 15 ou 20 minutes à cette confrontation, si je peux dire, entre le Royaume-Uni et la France, d'autant plus que chaque épisode de Crown comporte des 2 à 3 histoires en même temps. Et donc, dans l'épisode sur les Kennedy, ben, il n'y a pas juste l'histoire des Kennedy qui viennent à Londres, il y a les histoires de cœur de Charles et puis les malheurs de la princesse Margaret. Donc, pourquoi ne pas avoir choisi une quinzaine de minutes pour parler de ça? Est-ce que c'est le tropisme anti-français, encore une fois? J'ai pas d'explication, mais je trouve ça dommage pour une série qui est somme toute assez bonne sur les grandes questions internationales. Oui, oui, puis sur le plan historique, c'est une série qui est très, très, très solide aussi. Non, ben c'est vrai. Puis ben, moi, je rebondirais sur toute la relation de Gaulle avec la Grande-Bretagne, les États-Unis. Un truc qu'il n'a jamais digéré pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il n'a jamais été mis au courant du débarquement en Normandie ou seulement que 24 heures ou 48 heures à l'avance. Ouais, Puis les Américains avaient préparé une nouvelle devise monétaire oui, qui devait être utilisée au moment de la libération. Ça le fait complètement déraper et ça l'a ouais. entretenu une hargne qui était déjà présente à l'égard du président Roosevelt parce qu'on se souviendra, c'était à la conférence de Casablanca, je pense. ou à Alger, après la libération d'Afrique du Nord par les troupes Ouais, américaines. Pour Roosevelt, le représentant de la France, c'était le général Giraud. voilà. Et puis, il a forcé De Gaulle à serrer la main publiquement Ouais, à Giraud. Et on le voit, il y a une vidéo de la scène, il y a des photos, et puis on sent entre les deux hommes une animosité, une haine scène, scène, faut-il le rappeler, qui a été qui a répétée. été répétée Oui, plusieurs fois oui, à la demande de Roosevelt parce que ça exactement. avait l'air de pas très fonctionner. Mais pour revenir à la question de la monnaie, en fait, c'est pire que ça. Si je me souviens bien, les Américains et les Britanniques voulaient installer des administrations, Oui, voulaient oui, oui. eux-mêmes nommer les préfets ou les chefs ou ceux qui allaient gérer la France. Alors évidemment, le général de Gaulle s'est fâché et je crois que c'est là qu'il est allé voir Eisenhower, qui était un des généraux en France, et il lui avait demandé de donner aux troupes françaises un éclat particulier dans la libération de la France et surtout de permettre aux troupes françaises d'être les premières en avant lorsqu'elles vont rentrer à Paris. Ouais. Oui, ça a tout été une guerre avec une négociation avec Eisenhower, mais pour le Tout à débarquement fait. de Normandie, les Français n'ont eu droit qu'à 175 fusiliers marins, le commando Kieffer. Euh, OK. donc, ça a été très humiliant pour De Gaulle. Mais je suggérerais pour les gens qui sont intéressés à cette histoire-là, une autre série
qui est disponible gratuitement sur YouTube. Je l'ai écouté il y a quelques semaines à peine. Ça s'intitule Le Grand Charles. C'est une série qui Ah date oui, de 2005 et puis c'est justement sur la vie du général de Gaulle du début de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à sa démission en 1969. Et puis on accorde beaucoup d'attention justement sur cette relation pendant la Seconde Guerre mondiale entre de Gaulle et Roosevelt et c'est aussi vrai. tous les événements qui ont amené à son retour au pouvoir en 1958 parce que même si techniquement il s'est tenu à l'écart des petites tracasseries politiques de l'époque, les historiens se doutent il tirait les ficelles très Il est à la habilement, manœuvre. il était à la manœuvre, exactement. Donc, Le Grand Charles, Voilà. une autre série qui vaut la peine. Voilà. Merci. Bon, ben écoutez, ben, c'est à mon tour. Moi, ben, c'est pas une série, c'est un film. C'est un film de 2017 qui est pour moi un des meilleurs films des 10 dernières années. C'est une comédie un peu noire. Ça s'intitule La mort de Staline. Et Oui, puis, ben, ça fait référence en mars 1953, au moment de la mort de Staline. Donc, vous avez les personnages de l'époque, donc Malenkov qui succède techniquement à Staline comme il est numéro 2 du régime, mais c'est surtout les tensions entre Lavrenti Beria, qui est le chef des services secrets soviétiques, et Nikita Khrouchtchev et les autres membres du Politburo qui essaient de déterminer qui maintenant va prendre la tête de l'Union soviétique. Et évidemment, ceux qui connaissent l'histoire savent très bien que Beria était un psychopathe. C'était un individu qui assassinait de ses propres mains des opposants politiques. C'était très connu à l'époque. C'était un délinquant sexuel. oui, D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est la Tunisie, lorsqu'ils ont ouvert leur ambassade à Moscou, ils l'ont ouvert dans une ancienne demeure qui appartenait à Beria. Et lorsqu'ils ont fait des travaux d'excavation dans la cour, ils ont trouvé des squelettes, des restants humains. Donc, Beria, tout le monde au sein du Politburo se méfiait de l'individu et surtout en tant que chef des services secrets, Beria possédait des informations sur absolument tous les membres du Politburo. Il pouvait les faire chanter à sa guise et et l'histoire essentiellement, même si oui, il y a un anachronisme ici, c'est que l'histoire, ça porte environ sur 3 ou 4 jours ou l'espace d'une semaine qui mène ultimement à l'arrestation puis à l'exécution de Beria. En réalité, tout ça, ça s'est produit sur plusieurs mois, mais pour les oui, faits cinématographiques, tout ça est condensé en l'espace de quelques jours. Et puis, donc, outre les tracasseries dans un régime totalitaire ou un régime autoritaire, lorsque le leader meurt sans avoir désigné son successeur, donc on peut s'imaginer ce qui va se passer en Russie, par exemple, après la mort de Poutine ou dans les autres régimes autocratiques à travers le monde. On peut s'imaginer que ça se passe un petit peu de cette façon-là, derrière des portes closes et les uns et les autres essaient de déterminer qui a le plus de levier, qui a la plus de capacité de pouvoir créer un ralliement derrière sa personne. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle le film m'a fasciné. Mais l'autre raison aussi, c'est que en fait, on se rend compte dès le début du film, à la mort de Staline, que Staline est victime de son propre régime de terreur. Donc, sa mort est causée parce qu'il faisait peur à tout le monde. Donc, on sait oui, que Staline a été victime d'une hémorragie cérébrale. Donc, il est pas mort subitement. Il a agonisé pendant de longues heures. Et le problème, c'est que lorsque les membres du Politburo ont réalisé que Staline était mourant, personne voulait prendre l'initiative d'appeler un docteur de peur de commettre une erreur et que dans l'éventualité où Staline récupère ou décède, bref, que ça puisse se retourner contre eux. Donc, on voit la scène dans le film, les membres du Politburo sont autour du corps mourant de Staline et ils négocient. Ils parlent entre eux, ils oui. discutent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit appeler un médecin. Et le Mais il n'y a problème plus de aussi, c'est qu'il médecin. n'y a plus de médecin parce que quelques semaines auparavant, Staline a fait arrêter à peu près tous les médecins de Moscou sous prétexte qu'ils Il y avait un cherchaient à complot. l'exécuter. Donc, il y a une scène absolument mémorable. Ils disent, écoutez, si collectivement, on appelle un médecin et qu'il réussisse à s'en sortir, donc ça voudra dire qu'on a appelé un bon médecin. Et si malheureusement le médecin est incapable de le sauver,
bon, ben, on aurait appelé un mauvais médecin, mais il va être mort de toute façon, donc il ne pourra pas se venger contre nous. Et là, les types sont en cercle, ils se regardent, puis ils se disent, ouais, c'est une bonne stratégie. Donc, ils se soutiennent collectivement dans la décision. Donc, ça encore, en fait, c'est absolument génial parce qu'on se rend compte que, et c'était peut-être bien, puis c'est sûrement très bien mérité pour Staline, que son agonie a été causée en grande partie par le régime de terreur qui avait mis en place. Puis une autre petite chose aussi qui est très intéressante, c'est le film commence, vous avez, c'est à Radio Moscou, dans une salle de spectacle, vous avez Ouais. un orchestre qui joue, je me souviens pas exactement de la pièce, et là, tout se termine, et 2 minutes après, le téléphone sonne, et c'est Staline qui dit, écoutez, Radio Moscou, j'aimerais avoir un enregistrement de la pièce de ce soir. Mais évidemment, ils l'ont pas enregistré parce qu'ils savaient pas que Staline allait demander l'enregistrement. Donc, la vraie vie, le chef d'orchestre, terrorisé à l'idée de devoir reprendre la pièce et de commettre une erreur, était incapable. Il est incapable de performer. Ils ont dû appeler un deuxième chef d'orchestre qui était ivre, qui était saoul, donc incapable de pouvoir diriger l'orchestre. Et c'est seulement le troisième chef d'orchestre qu'ils ont trouvé qui est en mesure, on voit dans le film, il arrive en pyjama, puis il dirige l'orchestre et puis l'enregistrement est bel et bien fait, puis il l'amène à Staline. Mais dans le film, il n'y a que deux chefs d'orchestre, alors qu'en réalité, il y avait trois chefs d'orchestre, mais le Ah oui. réalisateur a trouvé que ça aurait été prendre les spectateurs pour des cons si, il avait dû chercher trois chefs d'orchestre, alors que Ah c'était bel bon. et bien ça la réalité. Et puis le OK. chef d'orchestre, s'il arrive en pyjama pour diriger la pièce, évidemment, c'est qu'il est en train de dormir chez lui lorsque les agents du KGB viennent frapper à sa porte. Et dans le film, il se réveille en sursaut et il dit à sa femme, écoute, ils vont venir t'interroger. Il pense qu'il est arrêté, là. Il dit, écoute, ils vont venir t'interroger, donc tu avoues tout et tu mets tout sur mon dos. Je t'aime et puis on se reverra peut-être un jour. Et là, il ouvre la porte et puis, monsieur le chef d'orchestre, on a besoin de vous pour diriger une pièce. Donc, il se rend compte qu'il n'est pas là pour se faire arrêter. Mais c'est absolument génial. Et pour avoir l'ambiance, ils doivent avoir des spectateurs dans la salle. Donc, dans Ouais. le film, ils vont chercher des robineux, des vagabonds, Ouais, ouais, ouais. et puis ils leur donnent un peu de vodka, un bout de pain. Et puis, et ça, c'est que le début du film. Mais pour moi, c'est un film Il y qui est absolument a, génial. il y a une chose qu'on voit pas dans le film, évidemment, parce que, comme tu le dis, c'est condensé sur quelques jours, alors que les événements se sont déroulés sur plusieurs mois, que Beria, finalement, est exécuté, je pense, 6 ou 7 mois après la mort de Staline. Il y a une théorie qui veut que Beria, en fait, était un libéral et qu'il voulait réformer le système Hmm. soviétique et qu'il avait commencé à faire libérer à peu près tous les prisonniers dans le goulag, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, ben, effectivement, il a fait libérer immédiatement énormément de prisonniers du goulag. Et puis, officiellement, en tout cas, ses intentions semblaient manifester un désir d'ouverture qui était aux antipodes du personnage qui avait entouré Staline. Je crois que Beria a Ouais, remplacé Yezhov en 1938. quelque Donc, chose pendant comme plus d'une ça, ouais. quinzaine d'années, c'était un Ouais, sadique. Et dans une scène, Khrouchtchev lui dit, mais t'as emprisonné la moitié de la population, t'es en train de nous faire croire maintenant que t'es leur libérateur. Donc, il y avait quelque ouais. chose pour eux qui sonnait hypocrite. Et puis, c'est la raison aussi pour laquelle ils ne pouvaient pas lui faire confiance. Donc, c'est pour ça que avec Joukov, qui joue un rôle très Ah. important dans le film, il mène la manigance pour pouvoir l'arrêter lors d'une réunion du Politburo, puis l'accuser de meurtre, de viol, etc. Puis, oui, non, Et je crois que j'ai l'impression que l'exécution ne s'est pas déroulée comme le film le montre. non, non, j'ai l'impression que ça a été une exécution typiquement soviétique dans le sous-sol de la Lubyanka. Voilà. Mais dans le film, c'est beaucoup plus, c'est un peu plus bancal. C'est très hollywoodien, hein? Oui, 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 oui. Et puis, mais il faut écouter le film en anglais aussi. Parce que j'ai Ouais, pas vu la version française, mais les jeux de mots en anglais qui sont difficilement traduisables en français
OK. c'est absolument exceptionnels. Donc, si vous maîtrisez bien l'anglais, c'est un anglais britannique, donc c'est pas Ouais, c'est pas un toujours anglais qui est un facile. peu plus difficile à comprendre, mais si vous maîtrisez bien Ouais. l'anglais britannique, ça vaut la peine d'écouter dans sa version originale Est-ce que anglaise. le film a été interdit en Interdit en Russie Russie. Il a été mais interdit en Russie. formellement Formellement, oui. interdit ou plutôt on a incité les Non, cinémas à pas le projeter? non, il a été formellement interdit. Il y a une Ah salle de oui. cinéma russe qui l'a projeté, puis elle a été fermée par les autorités. La raison, c'était la mauvaise réputation que le film donnait à Joukov. Parce que dans le Ah film, bon. Joukov, il sacre. Mais si on doit, Oui, c'est un si on doit personnage calculer superficiel. Oui, oui, si on doit calculer le nombre de blasphèmes qu'il répète pendant le film, il y en a des oui, centaines, des centaines. Puis c'est ça, c'est un type qui fait pas qui fait pas dans la dentelle et qui est en oui, fait l'instigateur en compagnie de Khrouchtchev de l'arrestation puis de l'exécution de Beria. Donc c'est la oui. raison pour laquelle le film a été interdit. Moi, j'ai diffusé ici à mes étudiants et puis il y avait comme on dit, il y avait un petit hype parce que le film, à ma OK. connaissance, le film n'a pas été montré dans les salles de cinéma, simplement parce qu'il n'y avait peut-être pas de demande ou justement la version anglaise britannique était peut-être trop difficile à comprendre Ouais, pour les gens ici, donc on s'entend le bilinguisme, la connaissance de l'anglais est assez limitée. Donc, il n'y avait peut-être pas une demande, un marché pour ça. Mais lorsque je l'ai diffusé devant une bonne centaine d'étudiants sur le campus, ils étaient très intéressés, puis on a eu une discussion par la suite. Et une des questions était, pensez-vous que ça va se passer comme ça ici, chez nous, au Kazakhstan, oh, oh, oh. lorsque notre président va mourir? Et puis, donc, justement, c'est dans un régime autoritaire, c'est le genre de Ouais. questions que les gens se posent. Puis c'est le genre de questions que les politologues se posent aussi. Moi, Mhm. j'avais des collègues ici, puis on faisait essentiellement des paris. Qu'est-ce qui va se passer en Ouzbékistan quand Islam Karimov va mourir? Qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui va se passer en Azerbaïdjan? Donc, on avait des discussions comme ça, puis c'est Ouais, un peu c'est ça, c'est un peu l'équivalent des politologues que les gens font en début de saison de la Ligue nationale. Ils font des paris à savoir quelle équipe va remporter la Coupe Stanley. Donc, pour ouais. les politologues dans la région, c'est qui va remplacer telle personne Ouais. lorsqu'elle va mourir ou quitter le pouvoir. On Mais imagine les scènes en Corée du Nord, hein, alors avec oui, la oui, quoi que famille. là-bas, bon, c'est une dynastie familiale, donc la question Ouais, se pose un petit peu moins, mais je pense qu'en ce moment, beaucoup de gens me posent la question, qu'est-ce qui va se passer lorsque Poutine va mourir? Ma réponse est, ouais, je ne le sais pas. Ça va ouais, être un truc entre membres de l'élite, l'équivalent du Politburo. C'est pas comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, évidemment, mais ouais, le successeur va émerger de ce groupe-là. Et puis, ça se pourrait très bien que le successeur soit une personne qui est complètement inconnue du public. Parce qu'il faut ouais. aussi se rappeler en 53, Ben, Gorbatchev était inconnu. Khrouchtchev c'était un peu une liste des papabili pour Ouais, l'élection du pape. C'est un journal américain qui avait fait la liste et puis Khrouchtchev arrivait dernier dans la liste. C'était le ah moins ouais, susceptible de succéder à Staline, alors ouais, que ça a effectivement été le cas. Puis dans le film, il y a une scène peut-être qui rappelle le fait qu'il n'était pas le préféré des gens qui faisaient des paris. La fille de Staline, Svetlana, lui dit à la fin, une fois que Beria a été exécuté, et puis là, Khrouchtchev dit, alors, ton frère, Staline avait un fils dont le nom m'échappe, mais aussi il avait une fille, Svetlana. Donc, Khrouchtchev dit à Svetlana, voici un billet d'avion, tu t'en vas en Autriche et ton frère va rester ici. Et puis elle dit non, je veux rester ici, je veux venir avec mon frère. Elle dit, c'est hors de question. Ton frère est un alcoolique. Il est hors ouais. de question qu'on laisse se trimballer à travers le monde un alcoolique qui va parler de théorie du complot sur la mort de son père, etc. Et toi, pour ta propre sécurité, tu dois quitter le pays. Donc, premier vol en direction de l'Autriche, t'es dedans, puis fin de la discussion. Donc, il devient très autoritaire, puis elle dit, tu sais quoi? Elle dit, j'aurais jamais pensé que ce serait toi. Donc, dans cette phrase-là, ça fait référence au fait que personne ne soupçonnait Khrouchtchev euh, qu'elle allait effectivement être le successeur de Staline. Et puis, Très puis à bien. la fin, la dernière scène du film, je m'arrête là-dessus, on voit Khrouchtchev qui est à l'opéra, puis là, il y a un gros plan sur lui et sa femme, et là, la caméra recule, puis on commence à voir graduellement les personnes assises derrière lui, et on voit Brejnev, Oui, qui a oui, oui. succédé à Khrouchtchev, qui se concentre absolument pas sur l'opéra, là, qui a les Non, bras croisés et qui regarde Khrouchtchev, donc d'un air envieux. t'es Donc, on voit cible. la conspiration a déjà commencé Ouais, pour ouais. remplacer Khrouchtchev.
Donc, Ben écoute, c'est très intéressant, Jean-François. C'était très intéressant. puis, bon, j'aurais aimé parler peut-être rapidement, peut-être en quelques minutes d'un autre film qui, je pense, en vaut la peine. Ah Disponible oui, sur YouTube en deux parties, si vous voulez l'écouter. C'est un film qui est probablement beaucoup moins connu, mais qui vaut la peine d'être écouté. Ça s'intitule Le Souper. Non, c'est pas le dîner de con, c'est Le Souper d'Édouard Molinaro. C'est un film de 1992 et c'est tiré d'une pièce de théâtre. Donc, ça dure le film dure 1h30 et c'est Talleyrand qui était le ministre des Affaires étrangères de Napoléon, et Joseph Fouché, son ministre de l'Intérieur, qui, à la suite de la défaite de Napoléon à Waterloo, s'assoient ensemble, soupent ensemble, et ils essaient de déterminer quel va être l'avenir politique de la France. Donc, ouais, Fouché arrive en disant, ce sera un nouveau gouvernement constitutionnel, et comme je suis le président du Conseil, alors c'est moi qui vais en prendre la tête. Et Talleyrand, qui le regarde, l'acteur est absolument exceptionnel, c'est Claude Rich, qui le regarde, ouais. cette scène qui lui dit, vous êtes sérieux, Fouché? Et puis il lui raconte, mais c'est absolument impossible. Le roi Louis XVIII va revenir et puis t'es un régicide. Au moment de la Révolution française, tu as voté la mort de son frère. Et s'il y a une chose que le gros Louis ne pourra pas te pardonner, c'est d'avoir fait rapetisser, c'est d'avoir fait rapetisser ton aîné, même s'il n'y Ouais. avait pas un grand amour débordant pour lui, il en reste pas moins qu'il y a une dent contre toi. Donc, Ah écoute, oui, ton idée sur ton projet ne fonctionnera pas. On va rétablir la monarchie. Et puis, moi, je suis près de Louis XVIII. Donc, si tu me fais confiance, tu vas m'accompagner ce soir à Saint-Denis et tu vas prêter serment à Louis qui va et fie-toi sur moi, il va t'offrir un poste dans l'administration. Et puis, donc, ça dure pendant 1h30 comme ça. Et puis, à la fin du film, ben, Fouché, comme dans la réalité, abdicte et monte dans une calèche avec Talleyrand en direction de Saint-Denis où se trouve Louis XVIII pour aller prêter serment au roi. Et Talleyrand lui avait promis, je vais te protéger, peu importe, t'en fais pas. Puis au bout de 3 mois, Talleyrand le largue et puis Louis XVIII décide de se débarrasser de Fouché, qui termine sa vie en exil dans la misère et la pauvreté, alors que Talleyrand, lui, vit jusqu'à un âge très noble, presque ouais, 90 ouais. ans, entouré de sa maîtresse, de ses richesses. Donc, ça Et vaut la Talleyrand, et Talleyrand a servi servi tous les plusieurs jours. maîtres. Ah Comme, oui, comme il l'a dit, j'ai eu plusieurs maîtres, mais qu'une seule maîtresse, la France. exactement, Alors ça, oui. c'est un des bons mots de Talleyrand, Oui. mais il était là pendant la Révolution C'est française, un il était là évêque, avec c'est ça. Napoléon. C'est un Oui, évêque. un évêque Un- qui pratiquait pas beaucoup, je Non, pense. non, mais c'est la fête de la Fédération le 14 juillet 1790 pour commémorer le premier Ah anniversaire de oui, la Bastille. C'était Talleyrand l'évêque qui, à Paris, OK. célébrait la grand-messe en présence de Lafayette, de Louis XVI. Donc, défroqué par la suite. Et puis, dans le film, une phrase, il dit, Dieu nous a donné la parole, l'art de la parole. Et puis, la chose la plus importante qu'on doit se souvenir, c'est qu'on peut la donner, mais on doit toujours être en mesure de pouvoir la reprendre. Et puis, il s'obstine, dit, oui, vous, Fouché, vous avez prêté serment combien de fois déjà? 16 fois? Puis il dit non, 18 fois. Et Talleyrand dit, ah oui, moi 16 fois. Et Fouché, qui est ministre de l'Intérieur, ministre de la Police, donc qui connaît les secrets de tout un chacun en De France, tout le monde, répond ouais. non, 18 fois. Et Talleyrand fait, implacable. Donc, vous connaissez tout sur tout le monde. Vous avez un Ah talent. oui, Louis XVIII ouais, a oui, oui. besoin d'un individu comme vous. Donc, les gens qui s'intéressent à cette période-là de l'histoire, mais surtout le cynisme en politique. Comment Mhm. des individus vont être prêts à toutes les compromissions possibles pour pouvoir s'assurer d'un nouveau poste dans l'administration. Donc, Talleyrand était passé un maître là-dedans, mais aussi la référence au souper. C'est que dans le monde de la diplomatie, c'est Talleyrand qui a inventé ça. Si vous allez à une réception diplomatique, la nourriture, le Ouais, repas, la bouffe joue un rôle absolument exceptionnel. Et on ouais. disait que Talleyrand passait plusieurs heures par jour dans sa cuisine parce que pour lui, c'était la manière par excellence de pouvoir réussir à convaincre son hôte, qui était peut-être au départ très hostile, mais avec un peu de champagne, un peu de bon vin, du bon foie gras, du bon saumon fumé, ça contribuait à faire baisser la garde à son Il l'a adversaire. fait. Il Puis, l'a fait à Vienne oui, le pendant congrès les de Vienne en négociations 1914, sur oui. le redessinage de l'Europe et surtout le sauvetage de la France pour qu'elle puisse se joindre au concert européen. Il a utilisé
utiliser effectivement la gastronomie pour pouvoir sauver la France. Ouais. Et puis là, maintenant, dans le monde diplomatique, coudonc, si vous organisez un souper diplomatique, une ambassade organise un souper, puis on le voit lorsqu'il y a une réception d'État, c'était Emmanuel Macron qui était en visite au Québec il y a environ un mois. Non, c'est Gabriel Attal Oui, quelques mois déjà, donc une réception au Château Frontenac, et le menu a été rendu public. Donc, c'était un vin québécois, c'était des produits québécois. Donc, il y a cette OK. idée-là non seulement de promouvoir le terroir local, mais par la nourriture, justement, comment dire, de faire sortir la personne en face de nous de son rôle de chef d'État, qui Oui, peut oui. prendre des positions très précises, de le détendre. Et puis, c'est peut-être La zone de confort. en sortant de sa zone de confort, c'est peut-être comme ça qu'on va être en mesure d'obtenir des compromis de la part de ces individus-là. Donc, Voilà. le souper Édouard Molinaro, 1992, disponible en deux parties sur YouTube. C'est tiré d'une pièce de théâtre et les deux acteurs, Claude Rich et Claude Brasseur, ils ont financé eux-mêmes la pièce de théâtre parce que les gens disaient, personne ne va vouloir payer pour voir une pièce de théâtre où pendant 1 heure et demie, ça parle de politique. Ça a été un succès. Ça a tellement été un succès qu'ils en ont fait un film. Et puis, Et c'est une des raisons aussi pour laquelle ils ont été en mesure de s'enrichir parce que ils étaient, euh, ils étaient les principaux actionnaires de cette pièce-là et donc du film par la suite. Donc, très bien. voilà. Écoutez, je vois, vous voyez, on est passionné par ces choses-là. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais malheureusement, on doit s'arrêter. Donc, ben voilà, ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié notre enthousiasme. Et puis, ben, la semaine prochaine, je crois qu'on va revenir à un format un petit peu plus conventionnel, un peu plus classique. On va discuter de différentes questions de géopolitique. On aura certainement aussi des invités intéressants à vous présenter. Donc, ben, écoutez, encore une fois, n'oubliez pas de partager le balado, que ce soit la version audio sur Spotify ou la version audio et vidéo sur YouTube, un petit pouce en l'air, c'est toujours apprécié, c'est bon pour l'algorithme. Et puis, ben, donc sur ce, on vous dit au revoir et ben, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci Jocelyn. Au revoir.